Je souhaitais avec toi, Louis-François, donc tu es exploitant agricole, tu as repris la ferme dans l'Aisne, suite à ton papa que beaucoup de gens connaissent. On souhaitait parler justement de l'impact ou de la problématique des néonicotinoïdes, dont on a beaucoup parlé il y a 1 ou 2 mois, puisqu'il y a cette nouvelle interdiction. Les agriculteurs, en particulier les céréaliers, étaient un peu embêtés parce qu'ils étaient en train de préparer une alternative justement à ces NNI qui a un impact, qui pouvait aider sur le traitement, justement sur l'impact sur les betteraves. Donc peut-être tu peux nous resituer exactement cette séquence-là et qu'est-ce qui s'est passé et comment ça impacte votre travail au quotidien. Et après on développera justement l'impact des NNI sur les insectes et a fortiori les oiseaux. Très bien. Alors, les NNI, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle. On se souvient dans les années 90-2000, le Gaucho, qui a fait beaucoup parler de lui, qui était un produit pulvérisé, qui était même typologie de produit, mais qui était vraiment pulvérisé, et qui déroutait les abeilles, et qui vraiment avait un impact, pour le coup, qui était avéré. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Donc, il a été interdit assez rapidement. Enfin, pas assez rapidement, mais il a été interdit il y a longtemps, et remplacé par un enrobage de graines. Donc, en fait, qui n'est plus un produit pulvérisé. Qui est la même structure de produit, mais qui n'est pas du coup aérien, qui est vraiment autour de la graine et qui est planté avec la graine. Donc qui ne déroutait plus et qui n'impactait plus les insectes. Bon, alors avec le temps, des études ont montré que même la plante, quand elle fleurissait, alors une betterave ça ne fleurit pas. Donc là où il y a aussi une première interrogation, c'est que la betterave ne fleurit pas. Et on parlait du coup de l'impact des abeilles de cet enrobage-là sur la betterave qu'on ne laisse pas fleurir. La betterave, c'est une plante bisannuelle qui dure 2 ans et elle fleurit en 2e année. Nous, on la récolte avant la floraison. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas cet impact-là. Il peut rester des résidus, effectivement, dans le sol, visiblement, qui seraient dans les cultures suivantes. Typiquement, si on met un colza derrière une betterave, le colza va effectivement, probablement, pomper un peu les résidus de NNI dans le sol. NNI, ça veut dire néonicotinoïde, c'est une abréviation qu'on peut utiliser. Et probablement que pour les plantes qui fleurissent la 2e année et qui sont attractifs pour les abeilles, ça peut avoir un impact. Bon, voilà. Donc voilà pourquoi l'Europe a interdit depuis quelques années maintenant l'utilisation des NNI, même en enrobage. Il y avait des dérogations. France, voilà, la France et les pays voisins qui cultivent beaucoup de betteraves ont demandé une dérogation pour le temps de trouver une alternative en fait à ces NNI enrobage qui a été autorisée jusqu'en 2025. En fait, ça se décalait un peu au fur et à mesure des années puisque l'initiative viendrait des semenciers à trouver des variétés en fait qui seraient tolérantes au virus qui donne la jaunisse. Je parle de virus qui donne la jaunisse, pourquoi? Parce qu'en fait, les néonicotinoïdes sont des insecticides qui tuent des pucerons, qui inoculent un virus à la betterave, qui développe une maladie qui s'appelle la jaunisse, et qui impacte franchement et beaucoup les rendements. La saison dernière, il y a eu beaucoup d'exploitations qui ont été touchées. En 2020, oui, effectivement, l'année où vraiment, la première année où a été interdit les NNI en enrobage, on n'avait pas le droit du coup en mettre, ça a été une catastrophe. Alors en plus de ça, il y a eu une sécheresse, donc ça a été un effet en démultiplicateur, mais vraiment c'était une catastrophe. On a fait plus moins 40, moins 50, moins 60% des rendements parfois. Les champs étaient tout jaunes, enfin voilà, c'était vraiment une catastrophe. 2021, on a eu le droit d'utiliser, de réutiliser des NNI, et puis des produits de traitement du coup aérien qui se mettent après du coup la levée de la plante, qui traitent vraiment en direct et en pulvérisation sur les insectes. On a eu le droit de réutiliser ces produits, suivant c'est justement le droit, certains pays ont demandé des autorisations d'utiliser ce produit encore quelques années. Dérogation, voilà, merci. Mais ça a empêché quand même, ça a impacté quand même notre utilisation, puisque si on plante une betterave qui est traitée NNI, l'année d'après on a le droit de mettre uniquement une céréale, ou certains légumes qui sont non attractifs. L'année d'après, on peut passer aux pommes de terre, et l'année encore suivante, on peut passer au colza et tout le reste des cultures. Donc en fait, dans notre assolement, en fait, la ferme, on ne fait pas les cultures comme on veut à droite à gauche, et on laisse les mêmes pendant 4 ans. On est obligé de changer, de changer les cultures. C'est vraiment prévu, moi je peux vous dire sur une parcelle, dans 6 ans ce qu'il va y avoir en fait. Parce qu'il faut vraiment organiser son assolement. Et en fait, ça aussi, ça met un gros chamboulement dans notre assolement, parce qu'on se dit, bah non, l'année prochaine, je ne peux pas mettre ça, donc il faut que je le remplace par autre chose, puis autre chose, et puis autre chose. Et en fait, c'était vraiment un casse-tête. Et là, cette année, en fait, au mois de janvier, l'Europe a refusé toutes les dérogations,
Et donc, un mois avant de semer nos betteraves, on s'est dit, bah non, c'est terminé, ça sera des betteraves Force 8, en l'occurrence, qui ne sont pas Cruiser, qui est le gaucho. Donc, du coup, on est obligé déjà de réagir à ça, c'est-à-dire, en fait, l'assolement, il change. Et en plus de ça, de prier pour que la pression des pucerons soit faible, puisque même si on a aujourd'hui l'alternative qui est le TPK, qui est un produit à pulvériser, on ne peut l'utiliser qu'une fois déjà. Après, il y a un deuxième produit qui pourrait prendre le relais qui s'appelle le Movento, voilà, qui est beaucoup moins efficace. On avait déjà ces produits-là en 2020, c'était une catastrophe. Donc maintenant, c'est vraiment on prie. On prie pour qu'il y ait une pression faible de pucerons et d'attaque de virus, de pucerons, jusqu'à, on espère, les semenciers qui développent des semences tolérantes. Moi, je voulais que tu sois là parce que c'est quand même toute la problématique actuelle sur il y a besoin de nourrir plus la planète, en particulier en France. Avec la crise en Ukraine, on a des accès au blé ou d'autres denrées importantes. Donc on voit bien que c'est compliqué, que le marché est très tendu avec en plus une inflation galopante. Et les agriculteurs, ils se retrouvent un peu entre deux problématiques qui est produire plus et surtout mieux, et donc avec un impact beaucoup moins important sur l'environnement. Et je pense que le grand public ne sait pas assez tous les efforts qui sont faits, vraiment très importants. Ton papa Jacques, faut aller dans leur exploitation où les perdreaux sont gérés, les perdreaux gris de façon, j'allais dire, exemplaire. Vous avez casser, j'allais dire, l'organisation des cultures afin qu'il y ait des petites parcelles, il y a encore tout ça. Donc moi, ça m'intéresse de savoir, toi, en tant que jeune agriculteur, forcément, de notre génération, tu es très impliqué, j'imagine, sur ces questions environnementales. Oui. Comment, au quotidien, tu arrives à justement appliquer ça, ça veut dire cette nouvelle demande par rapport au respect de l'environnement? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de se dire que personne n'a envie de mettre des pesticides à foison dans les champs. Aucun agriculteur vous dira « j'aime ça ». Si vraiment on avait une solution miracle pour remplacer les pesticides, entre guillemets, enfin les pesticides parce que c'est le grand mot, mais que ce soit insecticides, herbicides, fongicides, tout ça. Évidemment, il y a des cultures bio qui existent, il y a des gens qui font leur métier en bio. Après, il faut ne pas oublier le côté économique, puisque le bio aujourd'hui, c'est une crise dans le bio aujourd'hui. Les gens qui ont fait des œufs bio aujourd'hui n'arrivent plus à vendre leurs œufs. Enfin, voilà. Il y a quand même une question de marché et de consommation. Aujourd'hui, l'agriculteur, il est entre effectivement une pression environnementale, et nous on est très touché à ça. Moi je suis très, très touché sur l'environnement, et en plus j'ai eu l'exemple de mon père qui, quand il a commencé à travailler sur le développement des perdreaux gris dans la plaine dans les années 80, 90, tout le monde le regardait avec des grands yeux. Une référence. Voilà, une référence. Au début, tout le monde le regardait avec des grands yeux. Après, tout le monde dit ah oui, c'est intéressant. En fait, ça a complètement dépassé le côté perdreau. C'était vraiment le côté biodiversité, nature, biodiversité, équilibre de enfin voilà. Il y a eu énormément de développement d'insectes, d'oiseaux. Il y a des oiseaux qu'il y a que chez nous. Même la LPO est venue pour constater le fait qu'il y avait certaines sortes d'aigles qui étaient chez nous, qui avaient disparu de la région depuis je ne sais pas combien de temps. Donc vraiment, ça dépasse le côté perdreau, chasse. C'est vraiment une question de biodiversité qui est au centre du sujet. Après ça, en 1997, il a arrêté de labourer, donc pour ne pas retourner les sols et travailler la matière organique en surface, implanter des bandes enherbées entre chaque parcelle avec un maximum de 150 mètres. Les parcelles font jamais plus de 150 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a le carabe, par exemple, qui est un insecte, un auxiliaire de culture. C'est un insecte qui mange des ravageurs pour nos cultures. Pénètre à 70 mètres dans les parcelles, suivant les études qu'ils avaient fait à l'époque avec le Game Conservancy, qui est anglais, qui était venu faire des prélèvements d'insectes pour refaire pareil chez eux. Donc du coup, en fait, en ayant une bande enherbée qui développe les carabes à 150 mètres, et ben en fait, avec ces 70 mètres de bande, en fait, les carabes couvrent toutes les parcelles. Donc en fait, on a réduit drastiquement notre taux d'insecticides. Et en fait, moi j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans cet esprit-là, j'ai grandi dans cet esprit qu'il faut faire attention à la nature, il faut développer la biodiversité parce que c'est un allié en fait. Aujourd'hui, on parle souvent, moi je suis agriculteur, j'ai aussi été en ville, j'ai côtoyé des gens qui sont vraiment l'inverse d'un agriculteur et qui me disent « ouais mais il y a de la permaculture et des choses comme ça, pourquoi tu fais pas ça ?» En fait, je ne produis pas de légumes. Je ne suis pas un producteur de haricots, si en l'occurrence de haricots, mais de tomates, d'aubergines, tout ça. Donc oui, de prendre l'exemple des gens qui produisent énormément sur 10 mètres carrés en permaculture, c'est très bien.
mais ils ne produisent pas d'amidon comme je le fais, ils ne produisent pas de sucre, ils ne produisent pas de fécule de pommes de terre, ils produisent pas je suis sur d'autres sujets. Et donc je ne peux pas me permettre de faire de la permaculture pour faire de l'amidon ou de la protéine de blé. On ne produit pas la même chose. Le betterave, c'est pour faire du sucre. La betterave bio, aujourd'hui, on essaye encore de développer la filière. C'est compliqué. Donc, mais en même temps, au quotidien, on se rend compte du changement climatique. Le perdreau a chuté, forcément. On en a toujours un petit peu parce qu'on fait très attention à ça. Mon père est toujours très impliqué sur la ferme là-dessus. C'est compliqué de voir que les populations diminuent, alors d'autres prennent la place. On voit il y a beaucoup plus de faisans qu'avant. La nature change, clairement. Les saisons changent. On sait aujourd'hui que pour le perdreau gris, malheureusement, hein, c'est multifactoriel. Donc, ouais. Si on connaissait exactement, si on savait pourquoi les populations baissent, je pense qu'on pourrait agir mieux, mais on sait que chez vous, Dieu sait si vous faites des efforts, les années continuent de rester difficiles. Les comptages, l'ajustement de printemps, c'était comment? En fait, on a atteint un niveau bas il y a environ 4-5 ans, et en fait, on reste à peu près à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours un fond de population qui s'entretient. Ça ne redémarre pas, ça ne regrandit pas, mais ça ne disparaît pas non plus. On y fait effectivement très attention. Donc ça, c'est un point. Hein. On chasse, avant, on faisait 3, 4, 5 battues où on se faisait plaisir. Maintenant, on se réduit à 2 battues, 2 journées de battues. On se limite à un oiseau. Alors, les mentalités ont changé, les chasseurs ont changé aussi. Avant, il fallait faire 10 perdreaux pour être content. Maintenant, parce qu'on a eu la chance d'en tirer un, les gens sont ravis. Donc les mentalités évoluent aussi. Et je pense même dans le milieu de la chasse, dans l'agriculture, on a un rapport à la nature qui change, je trouve. Très personnellement, je vois mon quotidien, que ce soit n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui soit même climato-sceptique, on a un rapport à la nature qui change. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Après, maintenant, il faut prendre les bonnes décisions. Les décisions, aujourd'hui, pour revenir sur le sujet de l'agriculture, on est dans un étau, effectivement, entre notre rentabilité économique, les marchés qui évoluent, là, avec par exemple l'Ukraine, on a eu un exemple hyper marquant où en fait, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Parfois ça marche très bien, parfois ça marche pas du tout. Alors si on est éleveur, on achète du blé, du maïs ou de l'aliment qui coûte extrêmement cher. À l'inverse, pour d'autres agriculteurs, c'est plus facile. Mais 2 mois après, les marchés ont fait volte-face, donc c'est très compliqué. Donc on a vraiment au niveau de l'écologie, on a un rôle à jouer, on a un impact, on est vraiment les producteurs, donc on est les gens sur le terrain. À la fois, on a une réalité économique, et à la fois, on sait que la nature se change, en tout cas se dégrade ou pas, mais en tout cas elle change, et il faut s'adapter. Donc il faut être très réactif. Après, un cycle agricole, c'est 1 an. Donc en fait, en prenant des décisions aujourd'hui, on pourra avoir les effets dans 10 ans. Nous, en 2019, on a planté 2 hectares de chardonnay, donc du vin, parce qu'on se rend compte que l'ensoleillement, aujourd'hui, on a fait des études depuis 30 ans du taux d'ensoleillement. Alors, je ne parle pas des températures, mais je parle du taux d'ensoleillement, c'est-à-dire la journée de soleil. Aujourd'hui, on est à peu près au niveau de la Bourgogne chez moi. Ah. Donc, historiquement, sur la moyenne 30 ans, on avait environ entre 650 et 700 heures de soleil. Aujourd'hui, on est quasiment à 900, ce qui était l'équivalent de la Bourgogne il y a 30 ans, quoi. Et je ne parle pas de 2022, où on est passé à 1200 heures. Donc, c'est avec un degré moyen d'1,8 supplémentaire par rapport à la moyenne 30 ans. Donc on a vraiment eu 2022, ça a été c'était même pas la Bourgogne, c'était probablement les Côtes-du-Rhône, quoi. Et là, tu as fait ta première récolte, hein. J'ai fait ma première récolte. Tiens, ouais. Je t'offre le dernier numéro de Tanin, qui est dans les kiosques, qui est sorti il y a peu longtemps. Avec plaisir, merci. Voilà. Et du coup, si tout va bien, dans un prochain Tanin, on goûtera tes vins. Alors avec grand plaisir, je serais ravi de le faire déguster en tout cas. Ouais, c'est un projet, ça fait, voilà, je me suis dit, il faut changer, il faut s'adapter, l'ensoleillement augmente, donc on va planter des vignes avec forcément les contraintes que ça donne, puisqu'on reste dans le nord, donc on a des gelées tardives. Donc ça fait 3 ans qu'on globalement congèle au mois d'avril. Hein. Donc avec les contraintes que ça faut pas oublier que c'est un dérèglement climatique, donc c'est pas exactement le climat de la Bourgogne. L'ensoleillement est le même, mais les gelées restent des gelées. Les gelées le matin, oui. Voilà. Donc les gelées tardives, en fait, la nature redémarre au mois de février-mars. Maintenant, il y a même des agriculteurs céréaliers chez nous qui plantent l'orge de printemps en hiver, enfin en fait en automne, en disant de toute façon il gèle plus. Donc l'orge qui est normalement l'orge de printemps qui est normalement semée au printemps, on la sème au mois d'octobre. Ah ouais. Certains font ça en disant de toute façon ils gèlent plus. On plante des pommes de terre au mois de mars, février. Alors ça reste
très ponctuel, mais ça commence à se faire en fait en se disant, ben voilà. Mais il ne faut pas oublier que ça peut geler derrière. Du coup, on comprend pourquoi ça a un impact sur les oiseaux, on en parle souvent, et toi tu interviens souvent, que ce soit pour le Chasseur français ou la Revue nationale de la chasse. On comprend maintenant aussi, avec ce que tu nous dis, pourquoi les oiseaux, de temps en temps, ont du mal à réagir par rapport à ces phénomènes. Ben, merci beaucoup.